Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Cet épisode du Craft Project a été produit avec le soutien de la Maison Ruinart. La Maison Ruinart met en lumière les savoir-faire en organisant pour ses clients dans toute la France des rencontres créatives entre un grand chef et un artisan d'art. Métiers Rares accompagne Ruinart dans cette démarche en sourçant les artisans d'art et en racontant les histoires qui émanent de ces conversations de maîtres. La première rencontre réunissait le chef Emmanuel Renaud et l'ébéniste d'art Steven Leprisé. Pour ce deuxième opus, le chef Philippe Mille rencontre l'artisan vitrailliste Bruno Popette. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Philippe Mille. Philippe Mille est un chef doublement étoilé. Il est aussi meilleur ouvrier de France. Comme un artisan d'art, il transforme la matière par son geste et sa créativité. Comme un artisan d'art, il a reçu de ses maîtres une technique qu'il réinvente et qu'il transmet. Depuis son restaurant Les Crayères à Reims, il vit et il partage une passion colorée, joyeuse et généreuse. Bonjour Philippe Mille. Bonjour. Elle a commencé comment votre vie d'artisan ? Vous étiez créatif petit ? J'étais créatif, alors oui, mais surtout mes parents, mes grands-parents, mes oncles. En fait, je suis né à la campagne. Et à la campagne, j'avais le potager, le verger, donc toutes ces couleurs qui émerveillent la nature. Donc j'étais sur un petit strapontin, je tenais une casserole, puis toute ma famille jetait des légumes dans cette casserole. Et puis au fur et à mesure du temps, le strapontin est parti, j'ai gardé cette main sur cette casserole qui m'a donné envie de continuer justement à cuisiner, puis à créer des recettes et mettre des couleurs surtout dans les recettes. Et alors la formation professionnelle, c'est une bifurcation qui a eu lieu pour vous quand, après la troisième ? Non, depuis toujours en fait, depuis 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, vous saviez que vous alliez être cuisinier ? Exactement, j'ai toujours voulu faire ce métier. Donc c'est sûrement les odeurs, les parfums un peu de tout ce qui embaumait la maison qui m'ont donné envie et qui m'ont fait saliver, qui m'en font encore saliver aujourd'hui. Et vos parents étaient contents quand vous avez choisi cette voie-là ? Ça ne les a pas inquiétés ? Ça les a pas inquiétés, ils m'ont laissé faire, ils m'ont dit si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ta volonté, on te suit et puis on va t'accompagner dans ce chemin. Alors c'était quoi votre formation justement ? Qu'est-ce que vous avez appris et où et avec qui ? Alors formation, j'ai commencé par la pâtisserie, donc le côté la partie sucrée de ce métier en boutique. Donc là j'ai appris tout ce qui était viennoiserie, les croissants, les pains au chocolat, le pain, les gâteaux, mais les gâteaux de base de pâtisserie, les millefeuilles, les Paris-Brest, tout ce qui fait rêver, bien entendu en boutique. Et puis après j'ai continué par la cuisine, un CAP en cuisine, un BEP et puis un bac pro. D'accord. Voilà. Et alors, c'est quoi la première maison où vous avez appris votre métier ? Alors, première maison, c'était chez Monsieur Bordier, à Pontchartrain, à côté de Versailles, l'Aubergane, ça s'appelait, donc un meilleur ouvrier de France, où le grand-père avait travaillé avec Monsieur Escoffier. Alors, Monsieur Escoffier, on a tous un Escoffier, ça s'appelle le livre de la cuisine basique, les classiques de la cuisine française. Et donc, du coup, j'ai revu tous ces classiques pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et si je vous demande s'il y a un maître qui a marqué votre vie, c'est à lui que vous pensez ? S'il y a un maître qui m'a marqué, je dirais plusieurs maîtres qui continuent à me marquer. Oui. Voilà, ça a été Monsieur Bordier, Monsieur Anton, Monsieur Aleno, Monsieur Roth, qui m'ont beaucoup aidé dans ce métier, qui m'ont beaucoup appris. Et puis je continue, des chefs tels que Pierre Gagnère qui m'influence de loin, Jean-Marie Gauthier avec cette rigueur qui est exceptionnelle, mais sur le produit, sur la qualité. Donc voilà, c'est tous ces gens en fait qui me donnent et continuent à me donner envie. Et vous transmettez à votre tour aujourd'hui ?
Je transmets évidemment, c'est notre rôle aujourd'hui, on a besoin de transmettre notre savoir-faire, notre savoir-être aussi. Donc déjà avec les équipes, je les pousse à faire des concours pour essayer de voir justement d'autres horizons. Et j'ai créé aussi un concours pour les apprentis justement, pour la formation, ça s'appelle le Trophée 1000, pour différentes écoles en France en première sélection et en deuxième sélection à l'international où 12 pays concourent justement pour montrer leur savoir-faire et surtout pour nous, pour les aider, chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, à les accompagner, à leur montrer les gestes et notre savoir. Et alors justement, aujourd'hui, vous êtes un chef doublement étoilé, vous êtes en effet meilleur ouvrier de France. Mais pour revenir aux jeunes entrepreneurs, à quel moment vous avez monté votre restaurant ? Mon restaurant, c'est celui de la famille Gardini. Je suis salarié de cette maison. Moi, il y a 9 ans maintenant que je suis arrivé ici, redécouvrir un peu cette région. Je ne suis pas du tout de ce milieu, je suis de la Sarthe, du Mans. Et donc me retrouver aujourd'hui à Reims, il a fallu réapprendre un peu cette culture ici, la culture du champagne, des bulles, bien entendu, comprendre ce qu'était le champagne, ce vin de gastronomie, et y apporter une cuisine qui fasse écho justement avec ces bulles. C'est quoi votre patte ? Comment on reconnaît la cuisine de Philippe Mille ? Cuisine de Philippe Mille, c'est ni plus ou moins ce que j'ai appris, c'est-à-dire respecter le produit. C'est important pour moi. J'ai vécu à la campagne. Je voyais mes grands-parents travailler dans le jardin, dans le potager, cueillir, être à quatre pattes pour aller enlever les herbes, respecter le produit. Puis une fois qu'il était dans la casserole, c'est pareil. Il fallait pas que ça boue à tout va. Il fallait que ça bouillonne légèrement. C'est travailler avec amour, ni plus ni moins. Respecter ce produit, respecter le travail de l'artisan en amont, pour moi est très important. Et de pouvoir justement le transmettre à mes équipes aujourd'hui, ça fait partie de mes valeurs. Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez particulièrement travailler ? Les produits que j'aime beaucoup travailler sont les légumes. Mais les légumes un peu qu'on laisse de côté. Par exemple, les betteraves. Je trouve que c'est un produit extraordinaire. On a des betteraves de toutes les couleurs, de goûts différents, de textures différentes, de formes différentes. Et on peut vraiment s'amuser justement avec ce produit, alors qu'on a l'habitude. Moi, j'ai l'image de la cantine scolaire où on avait ces cubes de betteraves rouges avec la vinaigrette. Et on a tellement de possibilités, de couleurs qu'on peut s'amuser aujourd'hui, nous en restauration, que je m'éclate avec ce produit. Et justement, racontez-nous une recette, décrivez-nous. Je vais vous décrire une recette. On va prendre par exemple une betterave Chioggia. Donc c'est la betterave qui est marbrée de rouge et de blanc. Voilà, celle-ci par contre, on va la tailler finement pour vraiment respecter justement ces couleurs qui sont présentes. On va la disposer sur l'assiette. Voilà, des rondelles. On va à peine les cuire, poser comme ça à plat sur l'assiette, et puis on va y redéposer les autres. Alors les mini betteraves golden, donc la jaune, qu'on va venir juste déposer, qui va être cuite en croûte de sel en amont, coupée en deux, disposée avec une petite huile légèrement safranée, avec quelques gouttes d'huile de mandarine. Ça va très bien se marier sur cette betterave-là. Puis après, on va avoir la betterave rouge, où celle-ci, par contre, on va la mettre à fumer légèrement, sarment de vigne. Donc on va d'abord la pré-cuire légèrement, puis après on va la poser sous le grill. Tac. Et puis avec la fumée de ce sarment, ça va venir embaumer cette betterave et qu'on pourra accompagner avec celle déjà existante sur l'assiette. Et puis on va continuer avec une betterave blanche. Alors là, la betterave blanche, on va vraiment la cuire juste rôtie légèrement, on va la caraméliser, et donner un peu un côté sucré, caramel sur cette betterave. Et puis on va l'arroser, mais c'est pas l'arroser, on va la poudrer un poivre timut qui va très bien accompagner cette betterave. Voilà, puis après on va extraire sur les fans la chlorophylle, donc on va faire une huile de fan de betterave. Puis après on va récupérer du jus de betterave jaune, jus de betterave rouge, puis qu'on va disposer un peu partout dans l'assiette. Voilà, on va faire un beau patchwork sur cette assiette. Parmi les artisans de la bouche, autour de vous dans cette région, est-ce qu'il y en a avec lesquels vous avez des liens particuliers ? Est-ce qu'il y a des producteurs ? Moi, quand je suis arrivé ici, en fait,
peu de restaurateurs, travailler avec des producteurs. On avait des produits qui venaient de Rungis, ce qui est très bien, qui est un très beau centre. Moi, j'avais besoin de retrouver surtout mon jardin de mon enfance. Et donc, du coup, j'ai traversé un peu la Champagne-Ardenne, les chemins, les routes, pour y trouver des artisans, des producteurs. Puis maintenant, j'en ai 54, 54 monoproduits qui vont bien sûr des légumes, mais ça va aussi avec une productrice de safran. Elle est venue il y a 8 ans maintenant, avec une petite fiole, avec 1 gramme de safran dedans. Alors 1 gramme, ça représente comme une belle fiole, bien remplie. Puis elle me dit, voilà, elle est assistante à l'armée. Puis elle me dit, j'ai hérité d'un terrain. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces quelques pistils que j'ai réalisés? Moi, j'ai goûté, j'ai fait quelques recettes avec les certains. Puis je lui dis, voilà, moi je vous achète le gramme entier, bien entendu. Et puis avec cet argent, par contre, vous replantez des crocus. Et puis l'année prochaine, voilà, vous me rapportez tout ce que ça a produit. Et puis maintenant, ça fait 8 ans. On a quasiment 800 grammes de safran qu'on utilise toute l'année. Donc voilà, ça fait partie des histoires. Mais chaque producteur a une belle histoire comme ça. J'ai écrit un livre il y a 3 ans maintenant à ce sujet, Le goût à l'état brut. Et donc voilà, c'est l'histoire que j'ai avec ces 54 producteurs. Avec tous ces producteurs. Et comment vous vous sentez connecté aux autres artisans, aux artisans des métiers manuels? Ah, mais moi, c'est important pour moi. Mon père était forgeron, donc il était vraiment aussi manuel, donc il faisait aussi des belles pièces. Mais j'ai toujours eu cet œil, cet accompagnement justement avec les artistes, que ce soit l'ébéniste ou que ce soit aussi le peintre, ça peut être un sculpteur. Et j'ai créé justement un événement il y a 4 ans maintenant. On continue tous les ans. Donc là, ça sera le dernier week-end de septembre sur Reims, où en fait c'est des démonstrations de chefs, un cuisinier à l'apprenti, donc encore cette transmission, mais accompagné aussi avec une dessinatrice qui va dessiner cette démonstration au fur et à mesure, accompagnée avec des musiciens derrière qui vont chanter la recette au fur et à mesure aussi. Et puis voilà, on va déambuler dans cet espace, puis il va y avoir un sculpteur de glace qui va être en relation aussi avec la cuisine, un sculpteur de légumes, un autre sculpteur de légumes qui va tailler des légumes et qui va faire la musique aussi avec par la suite. Et voilà, bon, on a plusieurs métiers comme ça qui sont liés. On va avoir des dessinateurs, on va avoir des peintres, on va avoir différents sculpteurs sur différents matériaux, tout en lien avec la cuisine. Comment il s'appelle ce concours? Oui, Art Chef. C'est un événement pendant toute l'après-midi, un dimanche après-midi. D'accord, on va venir vous voir. Exactement. Vous seriez pas un peu hyperactif, chef, par hasard? Hyperactif peut-être, mais surtout passionné. Voilà, passionné par ce que je fais, passionné par ce que je vois. La passion de la cuisine, la passion de tout ce qui en découle. Et puis, j'aime bien aussi transmettre ma joie de vivre. Et puis, dès que je vois ou j'observe quelque chose, j'aime bien en faire partager les autres. Pour moi, c'est essentiel. Il y a combien de personnes dans votre brigade aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est un établissement, on a 112 employés, et dont 27 en cuisine-pâtisserie. Alors sur les deux, c'est un domaine, donc il y a 2 restaurants, la brasserie Le Jardin, qui est ouvert 7 jours sur 7. Et puis on a le restaurant Le Parc, donc le restaurant gastronomique, qui est ouvert du mercredi au dimanche. Donc voilà, 2 styles de cuisine différents. Et puis on a une terrasse aussi, où on est actuellement, pour observer justement ce parc et pouvoir déguster un café, déguster une coupe de champagne, bien entendu. Alors on a organisé une rencontre pour la Maison Ruinart entre vous et un atelier de vitrail qui s'appelle Simon Marc. Qu'est-ce que ça vous inspire, le vitrail? Parce que vous avez créé un plat du coup là pour nous aujourd'hui pour qu'on fasse des jolies photos. Exactement, donc le vitrail pour moi c'est les couleurs, c'est la lumière, c'est percevoir justement toutes les subtilités qu'il peut y avoir entre une lumière et une autre, la transparence du dessous vers le dessus. Donc j'ai travaillé autour de ça. Tout à l'heure je vous ai parlé des betteraves, mais ça sera autour des légumes bien entendu, puis les jus des légumes qui vont en résulter, qui vont pouvoir accompagner et qui vont ressembler justement à ce vitrail et puis voir la transparence de la lumière par rapport à celui-ci. Mais alors comment ça marche? Parce que justement, on a parlé du vitrail et de l'atelier que vous allez visiter tout à l'heure et vous avez eu une illumination, une image dans la tête, vous êtes allé dire à votre... Comment ça marche en fait? Ben oui, parce que bon, j'étais parti sur une assiette de légumes, j'ai commencé à dresser une assiette de légumes, comme j'ai l'habitude de le faire, et puis quand j'ai entendu cet artiste, cet artisan, ces vitraux, je me suis dit, ben, pourquoi pas nous travailler de la même manière, ni plus ni moins. Et donc du coup, voilà, j'ai dit
à mes collaborateurs, bon, voilà, on va plus partir comme ça, on va dessiner notre vitrail, notre cuisine en transparence. Mais donc c'est une transmission par les mots, vous faites des croquis, vous mettez les couleurs. Comment ils arrivent à comprendre ce que vous avez dans la tête? Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre tout le temps, c'est ça le problème. Non, mais c'est important. La photo, on peut pas la faire, donc on va faire le croquis, on va déjà dessiner un peu ce qu'on peut avoir dans notre cerveau pour pouvoir le transmettre à ses collaborateurs. Et puis, alors des fois, ce croquis, au final, c'est plus du tout ce qui est le résultat. Mais par contre, ça fait partie de la base de ce qu'on a pensé. Et puis chacun, moi j'aime bien travailler avec tout le monde. Chacun il donne un peu son esprit, son envie, sa création du jour. Et puis voilà, ça colle ou ça colle pas avec ce qui est existant. Mais au moins tout le monde participe. On partage notre savoir nous aussi. Et c'est une créativité renouvelée tous les jours, en réalité, la créativité d'un chef. La créativité, c'est vrai que c'est un grand mot, parce qu'on assemble des choses qui sont déjà plus ou moins connues. C'est comme le peintre qui va assembler certaines couleurs qu'il a déjà sur sa palette. Donc après, c'est la main de chacun qui dessine justement cette assiette. Ouais, un travail d'équipe. Exactement, c'est important l'équipe. Je dis toujours, seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et alors justement, jusqu'où vous voulez aller, vous? C'est quoi vos rêves? Le rêve de pouvoir continuer tant qu'il y a la passion, tant qu'il y a les objectifs, tant qu'on peut explorer d'autres horizons, j'y vais. Quelle est la recette que vous avez inventée dont vous êtes le plus fier? Inventer, c'est un grand mot. C'est vrai? On n'invente jamais rien? Je sais pas si on invente aussi. J'aime pas parce que ce mot, c'est vraiment, c'est puissant quand même comme mot. Inventer, les inventeurs qui ont traversé ce siècle, c'est des grands personnages. Je suis pas sûr aujourd'hui d'être à ce niveau. Donc, par contre, oui, avoir des recettes identitaires, des recettes signatures, oui, j'en ai. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, autour du canard. On fait un colvert qui est taillé au couteau. Donc d'abord à cru, puis après accompagné avec différents légumes, des champignons, des panais, des pommes de terre. Voilà, et le tout, on va assembler, on va lui redonner une forme de filet de canard qu'on va cuire gentiment au four, tout doucement, avec amour. Et puis on va l'arroser délicatement. Et puis avec le jus des carcasses qu'on va faire réduire avec une pointe de coteau champenois rouge, on va venir laquer au fur et à mesure ce filet de canard et puis accompagner avec les légumes qu'il peut y avoir pendant cette saison, quoi. Et alors justement, comme on est à Reims, le champagne a une place importante dans votre cuisine et dans vos recettes? Le champagne a une place importante, en accord déjà avec les sommeliers. C'est un travail très pointu qui font aussi de leur côté et je suis obligé de m'adapter ou qu'eux ils s'adaptent aussi par rapport à mes recettes. C'est simple, on a 800 références de champagne ici dans nos caves, 800 références, donc c'est énorme. On parlait tout à l'heure de la palette du peintre, mais c'est exactement la même chose pour le sommelier. Il doit aller chercher dans chaque tiroir, celui-ci par rapport à l'iode, je vais plutôt prendre celui-là, mais par contre, j'ai senti qu'il y avait une pointe d'amertume, donc peut-être plus sur celui-ci, voilà. Et à chaque fois, c'est des petits tiroirs qui tirent, puis on choisit le champagne, puis ça peut être aussi par rapport à la personne qui va déguster de champagne. C'est une ambiance, c'est une atmosphère. C'est important que le champagne puisse coller avec la personnalité aussi de celui qui va le déguster et bien entendu avec le plat qui soit en osmose. Et c'est ça le plaisir aussi à table, c'est que tout soit réuni pour pouvoir passer un très bon moment. De convivialité. Convivialité, exactement. Le concours du meilleur ouvrier de France, vous l'avez passé quand? Concours du meilleur ouvrier de France, je l'ai passé en 2011. Une belle expérience, une belle expérience. Alors on dit toujours que c'est personnel. Je suis pas d'accord. Alors c'est vrai, c'est nous qui sommes derrière le fourneau ce jour-là à travailler et être jugés. Par contre, c'est un travail d'équipe parce que c'est en amont, c'est toutes les équipes qui nous aident à préparer ce concours, qui nous supportent, qui nous accompagnent. Et pour moi, c'est ça l'essentiel aussi, c'est pouvoir réunir tout le monde sur un projet d'une personne. Donc aujourd'hui, c'est moi, mais moi je pousse mes élèves aujourd'hui à faire la même chose et pouvoir justement leur donner cette pièce qu'ils m'ont donnée aussi il y a quelques temps. Ça a changé votre vie d'être meilleur ouvrier de France? Ça m'a changé ma vie professionnellement. Oui et non, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Par contre, on a des responsabilités. On a des responsabilités, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On doit transmettre à notre tour aussi. C'est pas parce qu'on a réussi à avoir ce titre que c'est la fin.
Alors que non, pour moi c'est le début justement d'une autre histoire, c'est le début d'aider les autres, de pouvoir transmettre son savoir à notre tour. D'accord. Et par rapport aux artisans d'art, votre père était forgeron. Est-ce qu'il y a une matière qui vous parle particulièrement? Est-ce qu'il y a une matière avec laquelle vous vous sentez plus connecté qu'une autre? Moi j'aime beaucoup le bois. Le bois par rapport aux textures, hein, il y a les bois tendres, les bois durs, la couleur. On écoute aussi, il y a les bois qui craquent. Voilà, quand on voit qu'il se tord gentiment mais naturellement à la lumière, l'odeur. Donc tout ça, c'est les sens qui se rapprochent aussi de la cuisine, bien entendu. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me touche plus qu'une autre matière. Mais je me souviens aussi, alors c'est pas du tout une autre matière, mais c'est une préparation. Mais ça me donne tout de suite le reflet avec la boulangerie quand j'ai commencé, où on avait le pain qui sortait du four. Et une fois qu'il était mis dans la corbeille, il craquait parce qu'il était en choc thermique entre le chaud et le froid de la boulangerie. Puis ces odeurs qui embaumaient tout de suite ces boulangeries. Donc voilà, ça fait partie des bons souvenirs que j'ai aussi. Alors moi, je suis une fée des métiers d'art, mais je suis quand même une fée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous avec ma baguette magique? Rendre l'art accessible à tout le monde et compréhensible de tout le monde. Voilà. Donc c'est peut-être une éducation qu'on devrait donner à l'école beaucoup plus tôt, ou appuyer justement pour donner des envies et puis mettre de l'art partout dans la vie, mettre de la couleur partout dans la vie. Je pense que ça changerait aussi un peu certaines mentalités. Vous pensez que ça améliorerait le monde d'avoir plus de beauté? Oui, au moins ça donnera du sourire à tout le monde et des joies. Puis voir les gens avec les yeux qui brillent, émerveillés par certaines structures, par certaines spécialités de chacun, pour moi, ce serait magique. Ok, c'est une belle mission pour la Fée des métiers d'art. Merci Philippe Mille. Merci. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @Métiers Rares. Suivez-moi sur Instagram @Raphaël Métiers Rares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Non, c'était nul. C'est pas évident. Mais... Non, ça va, vous avez l'habitude de raconter. Ah non. C'est vrai? Ah ouais, vous êtes timide? Oui, en plus. Ah bon, j'ai remarqué. Ah non, ça va, c'était bien. Merci. Bon, tant mieux.